Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc on se retrouve en ce début d'année pour le 8e rendez-vous de la recherche sur l'autonomie qui est co-organisé entre la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie. Donc je suis Perle Moret, chef de projet recherche à la CNSA, et comme vous le savez maintenant, la CNSA finance et anime les politiques de l'autonomie, et parmi les missions de la CNSA, elle contribue à soutenir la recherche sur le champ de l'autonomie. Et donc ce format des rendez-vous de la recherche sur l'autonomie vise à rendre compte des principaux résultats de recherche qui sont soutenus par la Caisse, et il s'agit de formats courts, et donc on est ensemble aujourd'hui pour 1 heure. Donc, avant de rentrer dans le cœur du sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, donc à savoir la recherche que l'on va appeler Covid-EHPAD, on va vous informer donc que vous pouvez trouver le tout nouveau programme donc pour 2023 des webinaires. Donc, vous pouvez le retrouver à la fois sur le site de la CNSA dans sa rubrique Actualité, mais également sur le site de la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie, et les replays des rendez-vous passés et donc de ce numéro-là, vous pourrez le retrouver à la fois sur la chaîne Dailymotion de la CNSA et sur la chaîne YouTube donc, du service public de l'autonomie, donc la chaîne YouTube de la CNSA. Donc on va vous mettre tous les liens disponibles dans la discussion. Et donc cette année, on va se retrouver autour de 3 webinaires qui vont viser à rendre compte des résultats de l'enquête Covid-EHPAD que j'évoquais précédemment. Donc rapidement, Covid-EHPAD, c'est quoi? Donc c'est une grande enquête qui analyse les conséquences de la première vague de l'épidémie de Covid dans les EHPAD. Donc c'est une recherche qui est à la fois qualitative, donc c'est 264 entretiens dans 52 EHPAD, qui est une enquête qui est également multicentrique, donc c'est-à-dire qu'elle a eu lieu dans 6 régions françaises et qui a réuni 22 chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales, donc à la fois en sociologie, psychologie, anthropologie et philosophie. Donc c'est une enquête qui est assez rare par son dispositif, également précieuse de par son objet, et presque inédite, on pourrait dire, de par son intention de recueillir à chaud les ressentis des résidents, mais aussi des proches et des professionnels dans les EHPAD dans cette période si particulière du confinement. Donc voilà, des outils scientifiques qui ont été mis au service de la mémoire collective, on pourrait dire, de ce confinement pendant l'épidémie de Covid, pendant la première vague de l'épidémie de Covid. Donc le rapport final de cette enquête et également sa synthèse ont été remis et sont accessibles. Et là encore, on va vous mettre tous les liens en barre d'infos, enfin dans le fil de discussion. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour le premier webinaire du cycle que j'évoquais, qui est consacré à l'enquête Covid-EHPAD. Mais d'ores et déjà, comme vous pouvez le voir sur le diaporama, vous pouvez noter les prochaines dates pour les prochains webinaires. Donc la première date à venir, ça sera le 9 mars, où on parlera donc de l'adaptation des pratiques professionnelles des équipes d'encadrement, mais aussi des soignants de première ligne, donc toujours dans le contexte de ce premier confinement dans les EHPAD, où on aura le plaisir d'entendre donc Françoise Le Bornuguin et Clément Desbrouillères, qui sont 2 sociologues. Et on se retrouvera également le 11 mai pour aborder les questions d'accompagnement de la fin de vie et de traitement des défunts en EHPAD, toujours dans ce même contexte de la première vague de Covid-19. Et là, on accueillera donc Aline Chassagne et Germain Bonnet. Mais donc aujourd'hui, pour ce tout premier webinaire consacré à l'enquête Covid-EHPAD, nous avons le plaisir de recevoir donc Frédéric Ballard. Frédéric Ballard, vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université de Lorraine, à Nancy plus précisément. Et on accueille également Pauline Launay. Donc Pauline Launay, vous êtes postdoctorante en sociologie également à l'Université de Lorraine. Donc aujourd'hui, vous allez nous présenter, donc durant environ 25 minutes, une présentation qui est intitulée « Habiter en EHPAD en temps ordinaire et en temps de pandémie ». Donc une partie des résultats que vous allez nous présenter aujourd'hui ont déjà été publiés, donc ont été publiés dans la revue des politiques sociales et familiales, dans un article qui est intitulé « Habiter en EHPAD au temps de la Covid-19, les logiques sociales des expériences du premier confinement ». Et donc c'est un article que vous avez coécrit avec des chercheurs qui ont également participé à cette enquête. Donc entre autres, par exemple, Vincent Karadec, Michel Castra ou Aline Chassagne qu'on recevra plus tard. Donc on va également vous mettre le lien de cet article dans le fil de discussion. Et donc pour réagir à votre intervention, on accueille aujourd'hui Stéphane Corbin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes directeur adjoint de la CNSA et donc vous discuterez la présentation de nos 2 chercheurs que l'on accueille aujourd'hui. Donc
on peut voir sur la prochaine diaporama, non, encore la prochaine, excusez-moi. Donc j'invite tous les participants et les participantes au fur et à mesure des interventions à laisser leurs questions dans le fil de discussion. Donc vous pouvez tout au long des interventions inscrire vos questions comme vous pouvez le voir également sur le diaporama. Et merci donc à Élodie Cretin qui est directrice de la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie et Delphine Gosset qui est chargée de communication et de la valorisation de la recherche également dans cette même plateforme, qui vont animer à la fois le fil chat et qui vont faire remonter toutes vos questions à la fin de ce webinaire. Donc merci d'ores et déjà à elles. Donc, on va privilégier aujourd'hui les questions qui sont relatives à la recherche qui va vous être présentée, donc à la recherche Covid-EHPAD, mais vous pouvez consulter, si vous le souhaitez, l'ensemble des sites internet qui peuvent déjà commencer à répondre à certaines questions que vous pouvez vous poser, donc en vous rendant sur le site de la CNSA ou encore sur le site de Mon Parcours Handicap ou sur le site pourlespersonnesâgées.com ou encore Ma Boussole Aidant. Donc là aussi, tous les liens vont vous être mis dans les commentaires. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Frédéric Ballard et à Pauline Launay pour leur présentation, donc, qui s'intitule « Habiter en EHPAD en temps ordinaire et en temps de pandémie ». Bien, bonjour. Merci tout d'abord pour cette invitation pour ces rendez-vous de la recherche sur l'autonomie. Donc ainsi que cela a été dit, nous avons fait le choix d'intituler notre présentation « Habiter en EHPAD au temps de la Covid-19 » en reprenant le titre de l'article qui a été publié, un article donc, qui a fait aussi l'objet d'une valorisation à travers une traduction en anglais qui vient de paraître en 2002 dans la revue des politiques sociales et familiales. Le plan de notre présentation de ce jour, c'est le suivant. Je vais faire une très courte introduction, on va rapidement revenir, mais beaucoup de choses ont été dites déjà sur ce qu'était la recherche Covid-EHPAD. Ensuite, Pauline prendra la parole pour présenter les principaux résultats relatifs à l'expérience de l'habité des résidents au cours de la première vague. Et puis, je reprendrai la parole pour conclure en évoquant les limites aussi de cette recherche, quelques perspectives et dire un mot aussi sur les projets que nous menons actuellement au sein du laboratoire. Alors, comme vous le savez, les premiers cas de personnes contaminées sont confirmés en France fin janvier. Un rassemblement religieux qui s'est tenu à Mulhouse du 17 au 24 février est considéré comme l'un des tout premiers foyers de contamination. Puis, les premiers EHPAD touchés dans la région Grand Est le sont à la mi-février, et avec certains événements assez médiatisés, comme le cas de l'EHPAD de Cornimont, par exemple, dans les Vosges, où il y a eu 20 décès tout au début mars. Donc on a une première vague qui s'est en fait répandue de l'est à l'ouest du territoire, en touchant les régions de manière très inégale, comme en témoignent ces cartes de l'adresse. Donc la carte de gauche indique en fait la proportion d'EHPAD touchés lors de la première vague, celle de droite la proportion d'EHPAD ayant connu un épisode critique en première vague. Donc, l'adresse définit un épisode critique lorsque au moins 10% ou 10 résidents ont été contaminés par la Covid-19 sont décédés. Donc, on voit que l'épidémie, elle a concerné 88% des EHPAD en Île-de-France, 64% des EHPAD de la région Grand Est et 56% des EHPAD des Hauts-de-France pour les 3 régions les plus touchées. L'Île-de-France et le Grand Est sont celles où la proportion d'épisodes critiques sont les plus élevées, avec respectivement 45 et 23%, alors que les autres régions sont à 10% ou moins. Finalement, sur les 34 544 décès imputables à la Covid-19, 14 455, soit 47%, ont concerné des résidents d'EHPAD. Sur l'année 2020, 3 EHPAD sur 4 ont eu au moins un résident infecté par la Covid-19, ce qui a abouti à 34 000 décès Covid entre mars 2020 et mars 2021. La population des résidents s'est ainsi avérée particulièrement vulnérable au virus en raison de son âge avancé, de comorbidités fréquentes et en raison du risque de contagion élevé en milieu collectif. Alors, rapidement sur le projet Covid-EHPAD, puisque ça a déjà été dit, mais donc on a parlé d'une recherche qualitative multicentrique, 22 chercheurs de diverses disciplines, mais majoritairement sociologues sur 6 régions.
avec comme objectif effectivement d'analyser les vécus des résidents et des professionnels durant cette première vague et d'essayer d'analyser ces vécus à chaud. La méthode, c'est donc une méthode qualitative. On a collecté 264 entretiens semi-directifs dans 52 EHPAD, donc 43 entretiens menés avec des résidents. Et puis les résultats de cette recherche ont été déclinés en 3 volets qui représentent les 3 rencontres scientifiques de la CNSA. Donc pour ce qui est du volet dont on discute aujourd'hui, 37 entretiens avec des résidents ont été analysés pour cette partie de la recherche. Ces résidents habitaient dans 15 EHPAD différents, avec une importante hétérogénéité des profils, tant au niveau des résidents que des profils des EHPAD qui ont été inclus. Sur ces 37 résidents, 28 étaient des femmes. Ils étaient âgés de 64 à 99 ans, avec un âge moyen de 85 ans et un âge médian de 88 ans. Donc je l'ai dit, des profils très hétérogènes au niveau de la santé, au niveau de l'autonomie fonctionnelle et aussi au niveau de leur vécu en EHPAD, puisque pour certains, ils n'étaient entrés en EHPAD que depuis quelques semaines, alors que d'autres y vivaient depuis une décennie. Sur ces 15 EHPAD, 9 étaient des EHPAD publics, 4 privés. 4 étaient des EHPAD privés et à but non lucratif, et 2 EHPAD privés lucratifs. 8 EHPAD étaient en zone rurale et parmi ces 15 EHPAD, 4 étaient des EHPAD non contaminés. Au niveau des décès, certains n'ont eu aucun décès au cours de cette première vague et pour d'autres, ce fut presque la moitié des résidents qui sont décédés au cours de cette première vague. Alors bien sûr, avant la recherche Covid-EHPAD, les EHPAD avaient fait l'objet de nombreuses recherches et de nombreuses publications. De par notre ancrage disciplinaire, nos références théoriques sont davantage tournées vers la sociologie et la gérontologie sociale. Et finalement, quand on regarde un peu la revue littérature, ça fait à peu près 30 ans qu'il y avait des publications en sociologie sur les EHPAD. L'une des premières publications, c'est les travaux de Timothy Diamond. C'était en 1982 avec son ouvrage « Making Grey Gold ». Donc, en sociologie, plusieurs chercheurs ont abordé l'EHPAD comme une institution totale qui, bien que pouvant constituer le domicile administratif des personnes âgées, peine finalement à revêtir les attributs du chez-soi, un lieu repère, empreint de repère pour reprendre les termes de Bernadette Puy-Jalon. En effet, les processus de rationalisation du temps, de l'espace, inhérents aux impératifs du prendre soin et de sécurité, imposent de lourdes contraintes aux résidents, difficilement compatibles avec la préservation de l'intimité, la liberté et le droit à la prise de risque. Le lexique est d'ailleurs assez explicite, puisqu'on parle d'un hébergement et que l'on parle de résident. La distinction entre résider et habiter, proposée par Mathieu Giroux, nous a semblé importante, car résider fait référence au fait d'avoir son logement dans un lieu donné. Habiter renvoie plutôt aux manières de pratiquer, d'investir, de vivre les lieux géographiques selon certaines habitudes associées à ces lieux. Nous nous sommes donc interrogés sur la manière dont le premier confinement a structuré le rapport que les résidents entretenaient avec leur espace de vie. Cela ne pouvait être compris sans tenir compte de la trajectoire de ces personnes, des raisons qui les ont conduits à entrer en EHPAD et à la manière dont elles y vivaient avant la survenue de l'épidémie. Ce qui inclut les liens qu'elles avaient avec leur environnement matériel et social à l'intérieur et à l'extérieur de l'EHPAD. Plusieurs travaux ont montré que l'entrée en EHPAD était souvent un événement contraint qui constitue un tournant, voire une rupture dans le parcours de vie. L'âge moyen d'entrée en EHPAD est aujourd'hui assez stable, autour de 85 ans. La durée moyenne de séjour est de 3 ans et 4 mois, mais la moitié des séjours en EHPAD durent moins d'1 an et demi. 82% des sorties correspondent à un décès. Donc avant la Covid-19, l'EHPAD était déjà un lieu où l'on entre pour finir sa vie, selon les mots de Nicolas Joujou, voire, si on en croit les propos de Véronique Lefebvre-Desnouettes, à propos là spécifiquement des USLD, des services de soins palliatifs pour personnes âgées. Je donne la parole à Pauline pour les résultats de la recherche. Merci beaucoup. Donc, les entretiens réalisés avec les résidents ont révélé des expériences très hétérogènes du confinement. Il convient de rappeler en premier lieu que ce confinement a pris des formes très variables selon les établissements,
d'un confinement strict en chambre à une circulation relativement souple, permettant notamment l'accès ponctuel aux espaces collectifs. Ces différentes limitations ont aussi varié dans le temps, notamment en fonction de l'évolution des contaminations. Et elles n'étaient pas non plus les mêmes selon les catégories de résidents, notamment dans les unités de vie Alzheimer. La règle était que les résidents puissent déambuler assez librement au sein de leur unité fermée. Donc cette variabilité et le recours ou non à un changement imposé de chambre ont évidemment eu une incidence sur le vécu des résidents. Mais au-delà de cette variable organisationnelle, nous allons nous arrêter sur 2 grands facteurs qui viennent expliquer les différences de vécu. Nous verrons ainsi dans un premier temps que l'expérience du confinement a pris des formes différentes en fonction des manières d'habiter l'EHPAD précédant cet épisode. Puis dans un second temps, nous explorerons d'autres facteurs qui doivent également être pris en compte pour comprendre ces expériences, notamment les ressources qu'ils ont pu mobiliser et la trajectoire antérieure des résidents. Le premier résultat, donc, les différentes manières d'habiter l'EHPAD et leurs effets sur le vécu du confinement. La première est celle d'habiter sa chambre en délaissant les espaces collectifs, une manière marquée par une faible sociabilité avec d'autres résidents et une absence de participation, notamment aux animations. Présentée comme n'ayant pas beaucoup changé leur quotidien, la période de confinement semble avoir été plutôt bien vécue par ce type de résidents. C'est le cas par exemple pour Madame Lefebvre, une agricultrice de 92 ans. Dès le début de l'entretien, elle déclare à propos du confinement « Moi, je l'ai très bien vécu, vraiment, je n'ai pas à me plaindre ». Pendant cette période, elle se souvient avoir un peu lu, fait des mots mêlés, beaucoup dormi. Elle insiste tout au long de l'entretien sur le fait qu'elle n'était pas malheureuse. Il faut dire que Madame Lefebvre sortait déjà très peu de sa chambre avant le confinement, sauf pour aller manger. Et même si elle parle un peu habituellement à ses voisines de table, elle explique qu'elle n'entretient pas de relation avec les autres résidents et préfère rester seule. Donc si pour les résidents qui habitent comme elle principalement leur chambre, le confinement n'a pas profondément changé leur quotidien. Si au contraire donc des premiers, ceux dont le chez-soi intégrait aussi les espaces collectifs en plus de la chambre expriment eux un véritable sentiment de rupture. Pour ces résidents, la période est en effet marquée par l'ennui et le sentiment d'un temps qui s'étire. Le confinement est venu en effet marquer une coupure entre un avant qui était souvent très occupé et une période, donc le confinement, au cours de laquelle tout a été comme suspendu et sans activité. Le confinement ressemble alors pour eux à un enfermement, très souvent évoqué à travers des métaphores carcérales. C'est ainsi que M. Chevalier énumère les multiples conséquences négatives du confinement. Le manque de contact avec les autres résidents, l'absence de moments collectifs comme les repas et les animations, la suppression des visites alors que lui en recevait beaucoup. Si selon ces termes, il a pu supporter le confinement, il l'assimile toutefois à une prison puisqu'il devait rester en permanence à l'intérieur de son studio. Pour Madame Legrand, âgée de 89 ans, le rapport aux espaces collectifs est d'autant plus important qu'elle a un problème de vue qui l'empêche de lire ou de faire des activités manuelles. Étant donné son fort engagement dans les activités collectives, le confinement a été difficile pour elle. Elle nous dit « Je tournais autour de mon lit, mais enfin, vous voyez bien ce qu'on peut faire dans une chambre, et c'est bien ça qui a été le plus dur. » Pour ces résidents, la fréquentation des espaces collectifs est un moyen pour eux de participer à la vie en EHPAD dans sa globalité, d'entretenir des relations avec les autres résidents et de se tenir au courant des faits de la vie quotidienne. L'absence de vie sociale a globalement eu un effet délétère sur la santé de ces résidents en réduisant leur espace social et matériel, qu'ils sont habituellement en capacité d'habiter. Enfin, et c'est la troisième modalité, il est également possible d'habiter au-delà de l'EHPAD, en fréquentant notamment des lieux extérieurs pour aller se promener, faire des courses, se rendre chez des proches ou dans son ancien logement. Si ces résidents ont de la même façon que ceux du type précédent vécu le confinement sur le mode de la rupture, ils insistent encore davantage sur l'absence de liberté et d'indépendance qui a marqué la période. Par exemple, M. Leroy, âgé de 68 ans, dit à propos du confinement « C'était dur de ne plus pouvoir sortir, aller au bar pour retrouver les copains. Il a dû rester dans sa chambre, faire des mots croisés et regarder la télévision, ce qui, selon ses mots, l'a abruti, lui qui aime tant la liberté. » Si les modes d'habiter en EHPAD permettent d'apporter un premier éclairage sur les diverses expériences du confinement, d'autres éléments viennent encore la moduler.
En effet, habiter en EHPAD ne peut se limiter à réduire une relation entre l'individu et le lieu qu'il occupe, et cela doit bien évidemment être aussi compris à la lumière des caractéristiques sociales des résidents et des ressources qu'ils peuvent mobiliser. Il est possible de classer les ressources sociales en deux grands types, les ressources occupationnelles et les ressources relationnelles, les unes et les autres contribuant à éclairer d'une certaine manière la manière dont les résidents ont vécu la période du confinement. Ainsi, avant le confinement, certains résidents décrivent une vie bien remplie et bien organisée à l'intérieur de leur chambre. Pendant le confinement, ils ont simplement poursuivi ces activités antérieures. Ainsi, Madame Robert indique qu'entre sa toilette, ses lectures spirituelles, ses temps de prière, l'écoute d'émissions de radio, la sieste, la cuisine et les moments passés avec sa fille handicapée qui vit dans le même établissement qu'elle et qu'elle a eu le droit de voir un quart d'heure au jardin chaque jour pendant le confinement, elle n'a même pas eu le temps de faire tout ce qu'elle aurait souhaité dans ses journées. Pour d'autres, le confinement a été une épreuve temporelle. Il s'agissait de trouver des activités pour lutter contre un temps vécu comme désynchronisé, apprendre à rythmer les journées et éviter qu'elles ne prennent la forme d'un temps continu, marqué uniquement par l'alternance du jour et de la nuit. Le recours à certaines activités de substitution nécessitait des capacités fonctionnelles, notamment de mobilité ou cognitives, particulièrement visuelles et auditives, qui étaient suffisantes, ou, en cas de déficience, de disposer de certains palliatifs techniques qui dépendaient bien souvent de la possibilité ou non des EHPAD à leur fournir. Quand ils ont pu, les résidents ont ainsi eu recours à des activités compatibles avec l'espace de leur chambre. Faire quelques pas, lire, faire des mots croisés, regarder la télévision, écouter la radio. Comme l'a montré Vincent Karadec, ces deux dernières activités, donc la télévision et la radio, présentent la vertu de donner lieu à des usages multiples, notamment donner le sentiment d'une présence, de l'ouverture sur le monde extérieur, d'un divertissement ou de sources d'information, et en l'occurrence en particulier sur l'épidémie de Covid. Certains enquêtés, comme Madame Mercier, ont cependant signalé le caractère anxiogène et répétitif des informations, portant alors majoritairement sur la pandémie en cours. On n'entendait parler plus que de ça. Reste alors la possibilité pour ceux qui n'ont plus le goût à rien, comme ils disent, de dormir, à l'image de M. Richard, qui, faute de pouvoir faire vivre sa vie sociale comme habituellement à l'extérieur de l'EHPAD, s'est résolu à faire la sieste, lui qui ne la faisait que très rarement. Si le maintien ou la recherche de nouvelles activités a pu constituer une ressource pour traverser et vivre cette période de confinement, la préservation des liens sociaux a également pu être une aide importante. La possibilité de maintenir des relations sociales a en effet joué un rôle fondamental dans l'expérience du confinement. Observons tout d'abord que rares sont les résidents qui ont maintenu des contacts entre eux. Cette absence de lien s'est révélée particulièrement saisissant au moment du déconfinement, avec des décès non informés ou des bouleversements physiques et psychiques chez des résidents autrefois fréquentés quotidiennement. Si les contacts avec les professionnels ont souvent constitué les seules interactions directes pendant le confinement, ils ont été assez réduits du fait de leur forte charge de travail. Certains professionnels ont de surcroît été remplacés par des stagiaires ou des intérimaires venus en renfort et que les résidents ne connaissaient pas. De même, toutes les relations avec les professionnels extérieurs, comme les médecins traitants, kinésithérapeutes ou encore les coiffeurs, ont été entièrement suspendues. Quant aux ressources relationnelles provenant des proches, elles ont été fortement inégales. Dans un contexte où environ un quart des résidents d'EHPAD n'ont pas de famille ou n'ont plus de contact avec elles, certains de ces résidents sans famille voyaient régulièrement, eux, des amis, comme Madame Dubois, qui a vécu l'absence de visite comme une véritable, selon ses mots, mise à l'écart de la société. Monsieur Chevalier et Madame Thomas, qui étaient dans le même cas, donc sans contacts familiaux, regrettent également que la reprise des visites ait d'abord été réservée uniquement aux familles et non pas aux proches, notamment aux amis. Dans la plupart des situations, les résidents ont toutefois pu échanger régulièrement avec leurs proches qui se sont mobilisés pour maintenir les liens, essentiels pour les aider à tenir, et notamment par téléphone. Bien qu'à l'instar de Madame Fournier, certains racontent avoir interrompu la communication avec leurs enfants et petits-enfants, notamment lorsqu'elle a été touchée par la Covid. Elle nous dit « c'est eux qui m'appelaient, mais moi je n'appelais pas car je n'avais pas envie de parler. Alors je leur ai dit « Allez, ne m'appelez plus, laissez-moi tranquille pour l'instant ». L'usage de la visioconférence a lui été assez hétérogène puisque tous les résidents n'avaient pas accès à une tablette ou à un téléphone qui aurait pu leur permettre d'y recourir.
De plus, l'expérience n'a pas toujours été convaincante du fait de troubles auditifs ou visuels. Autorisé par certains établissements, il restait les visites ponctuelles à la fenêtre ou au balcon, qui ont également permis à certains résidents de voir leurs proches et pour lesquels ils s'inquiétaient parfois davantage que pour eux-mêmes. Des visites cadrées à l'intérieur de l'établissement ont enfin été progressivement mises en place au cours du déconfinement. Ces interactions ont toutefois pu être mal vécues du fait du manque de temps ou de l'absence de contact physique. Au-delà des ressources occupationnelles et relationnelles, prendre en considération l'histoire des résidents et leur expérience passée permet en dernière instance de mieux éclairer l'hétérogénéité de leur vécu. La trajectoire passée fournit en effet un ensemble d'expériences, d'épreuves, de points de repère, à l'aune desquels les résidents ont appréhendé le confinement de la crise sanitaire. Cela a conduit la plupart d'entre eux à relativiser la gravité de la situation, soit que certains la considèrent plus préoccupante pour les personnes plus jeunes qu'elles, soit par rapport à des malheurs jugés bien plus grands qu'ils ont pu connaître, comme la guerre, qui revenait très souvent, ou des décès parmi leurs enfants ou petits-enfants. Ce mécanisme de relativisation tient aussi parfois au fait que le confinement a été mis en regard avec la vie quotidienne qui a précédé l'entrée en EHPAD. C'est le cas de Madame Dubois, qui évalue sa situation actuelle de confinement en référence à l'isolement qu'elle a vécu chez elle ces dernières années. Elle est en effet entrée en EHPAD 5 mois avant le début du confinement, avec l'objectif de rompre l'isolement qui était le sien depuis 6 ans. En quête de sociabilité, participant aux activités collectives, son mode d'habiter s'apparente au fait d'investir l'EHPAD au-delà de sa chambre. Cependant, elle n'a pas vécu le confinement aussi difficilement que la plupart de ceux qui partagent ce même rapport à l'institution. Le confinement lui paraît rétrospectivement moins difficile que celui qu'elle a vécu seule à domicile. Ce qu'elle appelle son deuxième confinement a donc été pénible, selon ses mots, mais c'est aussi et peut-être surtout parce qu'il lui a rappelé le premier qu'elle a connu hors pandémie à son domicile. De la même manière, l'expérience du confinement de M. Muller, un ancien ouvrier de 82 ans, ne peut se comprendre que si on la met en regard de sa vie d'avant, dans son petit appartement. À l'EHPAD, il sort pour sa promenade quotidienne ou pour aller manger chez ses enfants, tout en investissant les lieux collectifs. Le confinement a donc fortement bousculé ce nouveau mode de vie. Mais M. Muller affirme cependant avoir plutôt bien vécu le confinement en référence à la vie qui était la sienne, seule en appartement. Notamment parce qu'à l'EHPAD, il n'a plus à gérer tout seul ses repas ou ses lessives. Il nous dit « Moi, je l'ai vécu impeccablement. J'étais heureux de me retrouver ici ». 2 autres éléments viennent expliquer aussi pour lui qu'il ait relativement bien vécu cette période. D'une part, il a pu garder un contact régulier, voire plus fréquent avec sa fille, qu'il pouvait alors appeler à tout moment puisqu'elle était elle aussi disponible, et avec qui il a pu parler depuis sa fenêtre quand elle venait le voir à l'EHPAD. D'autre part, il a pu régulièrement sortir de sa chambre pour marcher dans le couloir et échanger quelques mots avec des résidents qui, eux, se trouvaient dans leur chambre. Je repasse à présent la parole à Frédéric pour la conclusion. Merci, Pauline. Très rapidement, peut-être quelques mots sur les limites de la recherche. Elles sont essentiellement méthodologiques et inhérentes finalement aux conditions d'enquête, avec notamment un accès au terrain complexe pour les chercheurs, puisque si les familles étaient maintenues à distance des EHPAD, il en était de même pour les chercheurs. Et puis malgré tout, un effet récit, puisque même si notre volonté c'était d'enquêter à chaud pendant la première vague, eh bien, on a pu pénétrer réellement dans les EHPAD qu'à la fin de cette première vague. Donc il y a déjà un petit effet récit dans ce que l'on a collecté. L'autre limite, c'est justement cette focale portée sur la première vague. Il aurait été intéressant d'avoir un suivi longitudinal pour finalement suivre un petit peu la manière dont ont été vécues par ces EHPAD qu'on a suivis les vagues suivantes, et comment finalement les EHPAD se sont entre guillemets adaptés, comment ils ont continué à fonctionner en période Covid, puisqu'on n'est finalement toujours pas sorti de cette période Covid. Ainsi que l'a montré Pauline, finalement, ce qu'on a collecté auprès des résidents, ce sont davantage, bien sûr, on a eu des récits sur la maladie, bien sûr, on a eu des récits sur la mort et la fin de vie, mais ce sont avant tout des récits finalement sur le confinement, sur la manière dont était vécu ce confinement. Et il apparaît que les modes d'habiter antérieurs et les ressources dont bénéficiaient ou pas les résidents ont très fortement structuré leur expérience du confinement.
L'autre élément structurant est évidemment la manière dont chaque établissement a géré cette crise, et sur ce point, on observe une forte hétérogénéité entre les régions, en particulier quand on contraste le Grand Est avec la Bretagne, mais aussi entre les établissements. Et en cela, la présentation de Françoise Le Born-Huguin et de Clément Desbruyères, la prochaine présentation, permettra aussi de voir comment les équipes de direction ont fait face à l'incertitude de la survenue de l'épidémie. Plus généralement, les liens que nous avons avec certains EHPAD encore aujourd'hui montrent que cette crise a fortement marqué les professionnels et peut-être même davantage que les résidents. Pour nous, les résultats de cette recherche, ils ont fait qu'exacerber une question ancienne concernant la vocation de ces établissements et la tension avec d'un côté les enjeux santé-sécurité et de l'autre la volonté d'en faire des lieux de vie, des lieux de préservation de l'autonomie. Clairement, cette première vague a montré la manière dont la préservation de la vie biologique a pris le pas sur la vie bonne, sur la vie sociale, et ce, alors même que la préservation de la santé et de la vie n'ont pu être complètement assurées. Quelques éléments de perspective. La recherche Covid-EHPAD n'est évidemment pas la seule à s'être intéressée à ce sujet-là. Dans le numéro Covid et personnes âgées de Gérontologie et Société, on a plusieurs articles qui portent notamment sur les relations de care durant la Covid-19. Ces articles pointent entre autres les risques de maltraitance organisationnelle liés à la pénurie de main-d'œuvre, les restrictions de l'aide informelle apportée par les proches durant cette crise et les pertes en termes de soutien moral. Un article aussi de Clément Desbruyères évoque la question de l'accès aux soins et notamment de l'accès en réanimation des personnes vivant en EHPAD. Dans la poursuite de ces travaux-là, au laboratoire, nous travaillons actuellement sur un projet sur lequel travaille Pauline qui s'appelle Mal-être au grand âge, qui est la suite d'un précédent projet qui s'appelait Suicidage, qui portait sur le suicide des personnes âgées. Aujourd'hui, on s'intéresse au mal-être que peuvent vivre des personnes âgées vivant en EHPAD et pas seulement en EHPAD, et pas simplement lié à la question de la Covid-19 et au confinement. En parallèle de la recherche Covid-EHPAD, on a fait une recherche aussi beaucoup plus réduite qui s'appelait Covid-Domicile, où là nous avons enquêté auprès de 40 personnes âgées de 65 à 99 ans, dont 17 vivaient en résidence autonomie et 7 professionnels du champ sanitaire et social. Et il apparaît finalement que, alors que les résidences autonomie sont parfois présentées comme une alternative à la dimension disciplinaire que peut revêtir l'EHPAD, eh bien, la recherche tend à montrer que les résidences autonomie sont elles aussi fermées aux visiteurs, elles se sont aussi fermées aux visiteurs extérieurs, et que les activités de sociabilité interne ont été très fortement réduites. Pour les personnes vivant à domicile hors résidence autonomie, eh bien, on voit que, un peu comme on l'a montré dans le projet Covid-EHPAD, que le confinement s'avère là encore, les manières de vivre ce confinement s'avèrent là encore très hétérogènes, fortement marquées par les modes de vie antérieurs à la crise. Assez logiquement, finalement, les personnes que l'on pourrait qualifier de seniors actifs semblent avoir plus mal vécu le confinement et le risque de contamination. Cela a pu générer des formes de déprise majeures auprès de ces personnes. La recherche a également montré que certaines personnes âgées, il pouvait s'agir d'aidants ou de personnes très isolées, vivaient dans des formes de confinement subi bien avant la survenue de la Covid. La disparité des ressources occupationnelles fut également un enjeu central de la manière dont les personnes ont pu faire face à cette crise. Et enfin, pour ce qui est des EHPAD, on travaille actuellement aussi sur le projet de l'EHPAD à l'EHPAD, une étude de cas finalement qui vise à analyser le déménagement, l'appropriation d'un EHPAD suite à un déménagement. Et ce projet a été soutenu par la CNSA. Nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup Frédéric et Pauline pour votre présentation. Donc, avant de passer la parole à Stéphane Corbin, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions donc, dans la boîte à questions qui se situe en bas à droite de votre écran, donc n'hésitez pas. Et donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Stéphane Corbin, donc directeur adjoint de la CNSA, qui va réagir à votre présentation. Merci, bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais tout simplement vous remercier pour ce travail très utile, pour cette présentation aussi très éclairante que vous avez pu faire. Je dis très utile puisqu'elle a été faite
à chaud, en quelque sorte, dans une période où, vous l'avez indiqué, premier confinement et première vague, et avec aussi la certitude, ou en tous les cas l'intuition, que cette vague était loin d'être la seule et allait bouleverser assez considérablement, finalement, la vie en institution. C'est très utile pour nous parce que il est finalement assez rare aussi de pouvoir analyser rapidement une crise de cette ampleur, en quelque sorte, qui, et vous l'avez dit, cette recherche, c'est finalement celle de la manière dont une institution, en l'occurrence l'EHPAD, en tant qu'institution, fait face à un confinement, à une épreuve durable, pas seulement ponctuelle, et qui est douloureux, puisqu'on l'abordera peut-être plus directement lors des prochains webinaires, mais qui engendre la fin de vie, la mort et la gestion du deuil, et surtout une épreuve dont la plupart des protagonistes n'avaient pas ni imaginé ni anticipé les conséquences. Donc on est dans une étude qui permet, je crois, de prendre des leçons pour la gestion peut-être de futures crises. Mais elle en dit aussi beaucoup plus, finalement, sur à la fois la manière d'habiter, mais la manière de vivre tout simplement en EHPAD, et vous le mettez très clairement en évidence, et je pense que c'est en ce sens... cette recherche est très utile, et j'y reviendrai, pour la CNSA, au sens de la manière dont on peut faire évoluer ces institutions, dont on peut faire évoluer les accompagnements. Sur l'expérience du confinement, c'était évidemment pour nous une intuition qui s'est vérifiée, enfin plus qu'une intuition, mais qui s'est vérifiée par vos travaux. C'est d'abord une très grande disparité territoriale et de la manière dont l'établissement a été touché, si on utilise ce terme, et puis aussi une très grande diversité de pratiques ensuite dans la gestion de la crise. Ce qui, évidemment, nous amène à sûrement considérer, non pas sur la disparité territoriale, puisque nous avons vu aussi que la Covid avait touché plus globalement en population générale, selon les territoires, de manière évidemment très différenciée, mais pour ce qui est des EHPAD, sûrement d'interroger finalement le fonctionnement de l'établissement avant cette crise Covid. Est-ce que finalement la manière dont les établissements fonctionnaient et vivaient a été une ressource finalement sur la manière de gérer la crise? En d'autres termes, est-ce que des EHPAD étaient mieux préparés finalement à ces situations-là, dans la manière dont ils interagissaient avec les résidents, mais aussi avec leur environnement, puisque l'étude le montre également, la séparation finalement de l'établissement avec son environnement du fait du confinement n'a pas eu les répercussions selon les établissements. L'autre élément important de ces travaux, c'est évidemment de voir comment l'ensemble de la population de l'EHPAD est mise à l'épreuve. Vous l'avez décrit par des histoires de vie, de la manière dont les personnes percevaient, mais ça bouscule aussi beaucoup les rapports sociaux au sein de l'établissement. Et là aussi, ça fera l'objet d'un éclairage plus spécifique lors d'un prochain webinaire, mais on ne peut pas passer là sous silence dans les travaux, enfin dans les réflexions que j'ai suite à votre intervention, l'épreuve que ça a été aussi pour les professionnels des EHPAD, de la manière dont ils ont dû finalement réapprendre aussi, réinventer leur métier, leur manière d'accompagner les personnes à l'épreuve de cette crise, encore une fois, sans précédent. Et puis, un élément
qui est peu abordé et qui est l'objet plus principal presque de votre étude, c'est le rapport à la vie, le rapport à la mort dans les établissements qui, dans une crise comme celle-ci, évidemment, interroge très fortement ce que dit le fonctionnement en institution, en institution accueillant des personnes fragiles, la manière de concevoir la mort, de concevoir et d'organiser le deuil dans une situation qui a été particulièrement compliquée. Le centre de votre exposé, et j'en suis très heureux, porte sur l'interrogation générale qu'est-ce qu'habiter en EHPAD. Évidemment, vous l'avez analysé dans une période de tension extrême sur cette manière d'habiter, mais c'est une question plus générale que la CNSA se pose. Faut-il finalement peu interroger cette question d'habiter en EHPAD, comme vous l'avez dit, sous prétexte que finalement il s'agit d'un établissement d'hébergement et les personnes sont désignées non pas comme des habitants mais des résidents. Je pense que ce n'est pas le cas, qu'effectivement il y a, et vos travaux le montrent bien, plusieurs manières d'habiter en EHPAD, comme finalement il y a aussi plusieurs manières d'habiter lorsque on est dans son domicile ordinaire, qu'on est la plupart du temps de la journée tout seul, sans relation sociale. On a aussi à réinterroger plus globalement la manière d'habiter des personnes les plus fragiles. Et ça, évidemment, résonne assez fortement avec des travaux qu'a menés ces dernières années la CNSA, autour notamment des travaux de prospective du Conseil de la CNSA sur ce que l'on a appelé l'approche domiciliaire, qui est la manière finalement de concevoir l'accompagnement des personnes les plus fragiles, non plus dans une approche de projets de services établis par un établissement, mais de prendre en compte le désir de chez soi et d'un accompagnement qui correspondent plus à la manière justement d'habiter, à la manière de concevoir la vie, qu'elle soit dans un domicile ordinaire, dans des configurations aussi de logement et d'habitat tout à fait variés, et que l'on peut développer une approche plus domiciliaire, s'appuyant sur les aspirations des personnes, quelle que soit l'institution ou le lieu d'habitation des personnes. La question qui se pose évidemment, et vous l'avez mis en évidence, mais là aussi ça a été le cas pour la population générale, c'est finalement la restriction des activités, des relations des personnes en établissement du fait du confinement, avec un élément qui a été très fortement réinterrogé, ou interrogé plutôt que réinterrogé, le confinement en chambre. Effectivement, pour les personnes qui avaient déjà dans leur fonctionnement au quotidien ce repli-là autour de la chambre comme lieu de vie principal, voire exclusif, l'impact du confinement est sûrement moins important. Dans d'autres cas, notamment pour les personnes qui avaient des relations à l'extérieur, évidemment, ça a été beaucoup plus douloureux. Je le disais tout à l'heure, je trouve que un intérêt secondaire, mais que je considère en partie comme principal, c'est de montrer effectivement que les personnes ont des modes de vie très différents, même dans un même établissement, du fait vraisemblablement à la fois de leur pathologie, peut-être de l'ancienneté, peut-être, et vous nous le direz le cas échéant aussi, de là où ils viennent, c'est-à-dire de ce qu'ils ont pu vivre précédemment, de leurs caractéristiques sociales, et que, évidemment, cela
entraîne des comportements en période de crise tout à fait différents. Un point qui, évidemment, est au cœur des réflexions qui sont les nôtres dans cette approche domiciliaire, c'est la place laissée à la personne dans les choix de vie qu'il est parfois contraint d'avoir du fait de sa vie dans une collectivité. C'est là, évidemment, dans les réflexions qui peuvent être les nôtres, et en s'inspirant de vos travaux, c'est le lien, évidemment, dans un établissement entre liberté et sécurité, et la manière dont cette tension-là, qui existe évidemment dans toutes les institutions, est engagée, réfléchie, et je finirai là-dessus, la question, vous l'avez aussi posée dans votre conclusion, c'est de peut-être s'intéresser, de savoir ce que cette étude, ou plus, pas cette étude, pardon, ce confinement, cette gestion de crise a permis de faire évoluer dans les établissements, dans la manière dont les établissements aujourd'hui, dans un contexte dont on le sait très difficile, du fait parfois de pénurie de personnel, eh bien, est capable de tenir compte de cette période de confinement particulièrement singulière. Je vous remercie pour votre discussion. Si vous souhaitez répondre à certains éléments, je vous laisse la parole. Frédéric, Pauline. Eh ben, peut-être sur votre première interrogation sur y a-t-il eu des établissements mieux préparés que d'autres. Alors je ne sais pas s'ils étaient mieux préparés à la crise sanitaire que d'autres. Par contre, c'est sûr qu'on a vu une différence dans selon l'établissement, en fait, comment il était inscrit aussi dans un réseau, notamment les réseaux de soins palliatifs, les liens qu'ils avaient avec les médecins traitants, les liens avec l'hôpital. Donc ça, c'est sûr que ça a été une ressource qui était inégalement répartie et qui, ça, peut être, entre guillemets, anticipée. Et puis en interne, ça sera peut-être développé lors du deuxième webinaire, mais les cohésions d'équipe ou les taux de encadrement, le nombre de personnel, la capacité à trouver aussi des remplaçants, ça a quand même beaucoup changé dans la manière de gérer la crise, y compris dans l'urgence. Et puis peut-être aussi une dimension plus architecturale, c'est-à-dire que quand il y a eu l'installation de zones Covid, etc., c'est-à-dire la capacité des établissements, même les zones de circulation ou pas, en fait, à pouvoir faire des unités plus ou moins modulables, à être fermées ou pas fermées, a quand même, je crois, été un des facteurs qui a permis ou pas d'enfermer les résidents dans leur chambre ou de leur laisser un couloir ou l'accès au balcon ou au jardin. Par exemple, on a vu là toute l'importance du bâti, en fait, vraiment du bâtiment de ces établissements-là qui permettent aussi ou pas de gérer ce type d'épidémie. Ouais, pour poursuivre dans ce que tu viens de dire, effectivement, ce qui est compliqué dans cette question-là, c'est finalement la bonne manière de gérer la crise. C'est qu'est-ce que veut dire cette question-là ? Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas en fait des bons et des mauvais élèves, c'est que chacun a fait un peu avec les ressources propres à son territoire. Certains sont inscrits très fortement dans leur territoire et ont mis en œuvre des stratégies liées avec les entreprises locales pour se fournir en masques quand il manquait des masques. Certains ont travaillé avec effectivement les hôpitaux, les services autour. Donc chacun a réagi un petit peu avec les outils qu'il avait sous la main, et ça il faut s'en rappeler, on l'a perdu de vue peut-être aujourd'hui, mais dans un contexte d'incertitude forte. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire bien réagir ? Effectivement, certains avaient peut-être des ressources que d'autres n'avaient pas. Je pense à un EHPAD en particulier où le médecin coordonnateur était ancien infectiologue. Donc il a eu tout de suite des réflexes assez hygiénistes d'une certaine manière, ce qui a pu un peu préserver les résidents de la contamination. Mais il faut faire attention quand on dit bien gérer la crise, parce que peut-être qu'on a bien géré l'épidémie, mais qu'on n'a pas forcément bien géré la manière dont les gens ont vécu le confinement à l'intérieur, parce qu'après toutes les animations se sont arrêtées, on ne pouvait pas faire... Donc on a protégé les gens d'un côté, mais effectivement on a dégradé peut-être une certaine qualité de vie. Donc ça a été vraiment très difficile, et encore une fois, nous chercheurs, on n'a pas, à la fin de la recherche, on n'a pas la solution de comment il aurait fallu faire. Hein. Et je crois que personne ne l'a eu, et chacun a d'une certaine manière bricolé pour faire avec les moyens qui étaient les leurs.
Et on a vu quand même aussi l'effet de cette vague qui s'est déplacée, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'Est vers l'Ouest. Et finalement, elle a mis quasiment 3 semaines à se déplacer. Et on a vu que du coup, à l'Ouest, finalement, ils avaient un peu déjà tiré expérience de ce qu'avaient vécu leurs collègues, puisqu'il y a des échanges entre les différents directeurs d'EHPAD, dans le Grand Est, par exemple, qui ont été frappés de plein fouet et qui ont été un petit peu, je dirais, pris de court, quoi, finalement. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vous propose donc de prendre un certain nombre de questions que vous avez pu poser dans le chat, dans le fil de discussion. Donc elles sont remontées donc, par Élodie Cretin et par les personnes de la Platenat. Et donc on a plusieurs questions. La première, c'est donc parmi les trois manières finalement que vous nous avez décrire de vivre en EHPAD pendant cette période du confinement, donc plutôt résider en EHPAD plutôt dans sa chambre, habiter l'EHPAD en participant pleinement à la vie dans l'établissement, et puis ensuite des personnes qui investissent beaucoup l'extérieur de l'établissement. Est-ce qu'il y a finalement un mode qui est plus courant que d'autres parmi l'ensemble des résidents? On pense intuitivement savoir qu'il y en a peut-être qui sont plus courants, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ça fait peut-être aussi partie... nous, dans l'enquête, en tout cas, peut-être des biais, c'est-à-dire que les résidents, on y a bien souvent eu accès par le biais des directions, ou en tout cas des équipes d'encadrement. Et donc c'est vrai que nous, on a une représentation, je pense, plus forte que ce qu'elle n'est de l'habiter hors EHPAD, au-delà de l'EHPAD, pardon, pas hors EHPAD. Au-delà de l'EHPAD, et peut-être du coup ça il y en a un peu moins. Après, je sais pas si on peut aller au-delà en termes. Non, effectivement. Enfin, par rapport aux travaux, quand on compare avec les travaux antérieurs, on s'aperçoit effectivement que des gens qui ont vraiment une vie sociale forte en dehors de l'EHPAD, ça reste quand même assez minoritaire. Donc finalement, nous, on a choisi quand même d'en parler parce que ces gens-là, ils existent et ils ont un profil particulier résident. Mais effectivement, la majorité des résidents avant le confinement déjà étaient davantage tournés vers la chambre ou vers les activités à l'intérieur de l'établissement. Et là, après, finalement, sur ces 3 profils, c'est difficile de dire qui a mieux vécu les choses parce que pour certains, comme tu l'as dit Pauline, être déjà replié sur sa chambre, finalement, ils n'ont pas tellement ressenti le confinement de manière très forte, mais est-ce que c'est bien vivre en EHPAD que de vivre replié dans sa chambre? C'est une autre question en fait. D'accord, merci. Alors on a une seconde question, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur votre projet, sur le confinement, l'isolement au long cours, donc en dehors de la crise Covid, et sur le mal-être des personnes âgées dans ces situations de privation de ressources occupationnelles et relationnelles? C'est sur le mal-âge, c'est ça? Ouais. Donc oui, l'enquête mal-âge, en tout cas peut-être liée on avait une partie sur la question de Covid, donc 2 ans après la crise. Donc peut-être ce qui était intéressant, c'est que pour le coup, c'est une expérience où très majoritairement, elle était déjà passée. C'est-à-dire y compris des gens dont les équipes de soins pouvaient dire que c'était des personnes dont elles se rappelaient que ces résidents-là avaient très mal vécu le confinement. Moi, au moment de l'enquête, en fait, c'est des gens qui disaient oui, c'était pas une période, ça a pu être une période difficile, mais ça y est, elle est derrière, en tout cas avec une vraie capacité à reprendre ses marques et une vie quotidienne. Et après, plus largement, oui, sur les expressions du mal-être, en fait, elles ne recoupent pas forcément le fait de vivre dans sa chambre. Et elles sont, encore une fois, là aussi, beaucoup plus liées aux trajectoires de vie et notamment sur le fait d'avoir choisi ou pas d'entrer à l'EHPAD. Ça, c'est quand même une des grosses dimensions qui a un effet sur le fait de bien ou mal vivre dans un EHPAD en général, hors crise Covid. Et sur plutôt la capacité à s'approprier cet espace-là, en fait, plutôt que vivre dans sa chambre ou au-delà de sa chambre. C'est-à-dire, c'est plutôt ça la variable. Et ça, on le voit, moi je me souviens dans Covid EHPAD, dans un EHPAD breton, je crois, il y avait eu une enquête de l'EHPAD au moment du déconfinement pour interroger les résidents sur ce qu'ils préféraient en fait, dans leur quotidienneté. Une majorité avait dit que finalement, ils préféraient prendre leur repas en chambre le soir.
Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qui n'était jamais interrogé au préalable, avec un peu un a priori de c'est bien pour les gens de sortir de leur chambre. Et là, il y a eu plutôt une pérennisation, par exemple, de ce type de choses. Et en tout cas, ça recoupe un peu dans Malage, c'est-à-dire que la demande, c'est effectivement ce que vous évoquiez tout à l'heure sur les choix de vie. C'est-à-dire qu'est-ce qui, dans une institution qui contraint quand même très fortement les rythmes de vie, ce qui est possible ou pas de faire, etc., qui est évidemment aussi contraint par ses propres capacités motrices, etc., mais aussi par une vie institutionnelle. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces choix de vie-là, quoi. Merci. Une toute dernière question, peut-être avec une réponse rapide. Je ne sais pas si ça sera possible, mais donc on demande, alors que la crise Covid a particulièrement souligné les contours et contenus de ce que représente une bonne vie en EHPAD, quelle est votre analyse et perception de l'impact des confinements successifs sur le fonctionnement des EHPAD dans la durée ? Ça, j'ai l'impression que vous y avez peut-être déjà un petit peu répondu. Mais la suite de la question de la personne, c'est pensez-vous qu'ils ont eu pour conséquence un renforcement des contraintes et des règles en matière de sécurité sanitaire, ou est-ce qu'on a eu au contraire cherché à renforcer des espaces de sociabilité ? Alors, comme on l'a dit, nous, on n'a pas vraiment le regard longitudinal, mais sur les EHPAD qu'on a un petit peu pu suivre par la suite, j'ai envie de dire les deux en fait. On le voit quand on va dans un EHPAD, il y a toujours les masques, il y a toujours le gel hydroalcoolique, il y a toujours ce devoir, je dirais, à la fois pour les visiteurs, mais surtout pour les professionnels qui travaillent, de devoir faire attention à éviter la contamination. Donc je dirais qu'il y a eu ce renforcement des règles d'hygiène, et en même temps, il y a quand même cette préoccupation pour ne pas revivre ce qu'on a vécu, c'est-à-dire d'enfermer des gens dans leur chambre, que toutes les activités s'arrêtent. Donc il y a cette préoccupation d'essayer quand même de trouver les moyens de maintenir du lien social, de maintenir des animations, de faire... Et donc pour moi, ça reste toujours ça, la difficulté, c'est faire tenir ensemble ces deux choses. Et finalement, la grande difficulté, à mon avis, pour les EHPAD aujourd'hui, c'est effectivement d'arriver à laisser de la place au droit au risque. Aujourd'hui, le droit au risque, c'est peut-être le plus difficile pour les professionnels qui travaillent en EHPAD, d'accepter qu'effectivement, il y ait une place au risque. Et si c'est difficile à accepter pour eux, c'est parce que, en partie, il y a aussi la pression des familles et des proches de ces résidents qui, quelque part, quand on met ou qu'on accompagne son parent pour entrer en EHPAD, on a envie que tout se passe bien. Et du coup, on met un peu, sans le vouloir, une certaine pression sur les professionnels pour qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas de problème, que tout aille bien. Mais avec cette pression-là, elle limite très fortement les marges de liberté et puis le droit au risque des résidents. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc je vous propose de clore ce rendez-vous, ce 8e rendez-vous de la recherche sur l'autonomie. Donc, je vous rappelle que le rapport complet, vous pouvez le retrouver donc en ligne. On va vous remettre les liens sur lesquels vous pourrez trouver le rapport. Et donc, je termine en remerciant évidemment Frédéric Ballard et Pauline Launay pour leur présentation, et on aura plaisir à suivre le reste de vos recherches respectives, en particulier donc l'enquête de l'EHPAD à l'EHPAD qui a été financée par la CNSA via l'IRESP. Et on remercie également Stéphane Corbin, merci pour votre discussion des travaux. Merci également à toutes les personnes que vous n'avez pas vues sur le plateau, mais qui ont rendu possible ce webinaire dans de bonnes conditions. Donc, merci à Élodie Crotin et Delphine Gosset pour la remontée des questions et pour la communication qui a été également réalisée côté Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie. Merci aussi au service de communication de la CNSA. Et enfin, merci à Antoine Wolf pour l'aide technique et pour l'accueil dans ses locaux, dans ce beau studio de Lucans. Et donc, comme je vous le disais au début, nous nous retrouvons donc le jeudi 9 mars à la même heure, donc de 13h à 14h, pour un prochain webinaire qui portera donc cette fois sur les pratiques professionnelles pendant le premier confinement en EHPAD. Et pour rappel, donc, tous les replays sont en ligne, et donc vous pourrez retrouver très prochainement le replay de ce webinaire en ligne, à la fois sur Dailymotion et sur YouTube. D'ici là, donc, vous pouvez rester connectés sur les réseaux sociaux de la CNSA et de la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie. Et
Comme ça, vous serez tenu informé de toutes les dates à venir pour les webinaires et pour aussi plein d'autres informations. Et donc, je vous remercie pour votre écoute et pour votre participation et je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.